18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, répond favorablement à l'invitation du président des États-Unis pour se joindre au Conseil de paix en tant que membre fondateur. Une instance exécutive lancée par Donald Trump en vue de contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et résoudre sous une nouvelle approche les conflits dans le monde. Hôte et architecte d'une canne mémorable, le Maroc a offert au continent un tournoi footballistique grandiose. Stades et installations d'entraînement ultramodernes, infrastructures de classe mondiale, un niveau d'excellence inédit qui redéfinit les standards du football africain et place la barre très haut pour les futures éditions. La neige s'invite généreusement sur nos hauteurs. Nous le verrons au Moyen Atlas, plus exactement à Ifrane, où les visiteurs savourent pleinement les joies de l'hiver. Et carton plein pour le tourisme ce week-end dans la petite Suisse marocaine. Bonsoir, à la une de ce journal, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger qui indique que Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a reçu une invitation du président des États-Unis, Donald Trump, pour se joindre en tant que membre fondateur au Conseil de paix. Une instance que le président américain envisage de lancer en vue de contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient. Le souverain a bien voulu répondre favorablement à cette invitation du président Trump. Les développements en compagnie de Nisrine Hamdawi. Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a bien voulu répondre favorablement à l'invitation de son Excellence, Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, pour se joindre en tant que membre fondateur au Conseil de paix que le président américain envisage de lancer comme initiative visant à contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et à adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. La participation à ce conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d'un avenir sûr et prospère pour les générations futures. Cette invitation constitue une reconnaissance du leadership éclairé de Sa Majesté le Roi et de sa stature en tant qu'acteur de paix incontournable. Elle témoigne de la confiance dont jouit le souverain auprès du président des États-Unis et de la communauté internationale. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc ratifiera la charte constitutive de ce Conseil de paix, qui prendra la forme juridique d'une organisation internationale, avec pour ambition la promotion de la stabilité, la restauration de la gouvernance et la garantie d'une paix durable dans les zones touchées ou menacées par les conflits. Le mandat de cette structure majeure se fondera sur la coopération pratique, l'action effective et des partenariats orientés vers des résultats tangibles. La participation à ce conseil se fait exclusivement sur invitation du président des États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, le Royaume du Maroc salue l'annonce du lancement de la deuxième phase du plan de paix global du président Trump, ainsi que la création officielle du Comité national pour l'administration de Gaza comme organisme transitoire temporaire. Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, réitère son engagement constant en faveur d'une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, permettant l'établissement d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte et en paix avec Israël. L'invitation de Sa Majesté le Roi pour intégrer cette instance exécutive influente se veut la consécration de l'action permanente du Royaume en tant qu'acteur crédible, très écouté dans le concert des nations. La confiance accordée au souverain émane de son engagement opérationnel en faveur d'une paix juste et globale au Moyen-Orient. Une diplomatie de paix qui se traduit par des actions concrètes comme l'envoi des convois d'aide humanitaire d'urgence à plusieurs reprises à Gaza en pleine guerre. Iman Ablou. Un soutien constant et capital sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un engagement sans faille pour la paix au Moyen-Orient.
De tout temps, le royaume s'associe aux efforts internationaux visant à recréer un climat favorable à la relance du processus de paix dans la région et fait de la cause palestinienne une question centrale. L'intérêt que nous attachons aux affaires internes de notre pays ne saurait nous détourner de la tragédie du peuple palestinien frère. Le Maroc est sur tous les fronts. Au moment où la crise humanitaire s'aggravait dans la bande de Gaza, le royaume se distingue par une action inédite et déterminante. Une capacité d'action opérationnelle sur le terrain qui reflète non seulement l'efficacité logistique du pays, mais aussi son rôle géopolitique de premier plan dans la région. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohammed VI pour tous les efforts déployés en faveur du peuple palestinien. Nous remercions aussi du fond du cœur tout le peuple marocain. Dans un contexte marqué par la précarité et la souffrance, la distribution de l'aide marocaine témoigne d'une sincère proximité. Plus encore, une solidarité agissante qui se déploie à travers le bras exécutif du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi, l'agence Beit Mal Al-Quds. La valeur des projets réalisés cette année dans la ville sainte d'Al-Quds s'élève à 8 millions de dollars. Ces projets sont à caractère social. Il y en a d'autres dans le domaine du développement humain, de la culture, de la santé, de l'éducation. Il y a également des projets menés à Gaza dans le sillage de la mobilisation du Maroc sur hautes instructions royales en vue de prêter main forte aux populations de Gaza. Une approche humaine et directe qui traduit les valeurs profondes de solidarité active et de fraternité qui sous-tendent l'engagement du royaume envers la cause palestinienne, vivant à jamais dans l'esprit de tous les Marocains, rois, gouvernements et peuples. Et pour aborder le rôle pionnier du Royaume du Maroc dans la préservation de la paix et de la stabilité à l'échelle régionale et internationale, avec moi sur ce plateau, Monsieur Sharkabi Roudani, expert en géostratégie et en sécurité. Bonsoir. Bonsoir Madame, merci pour l'invitation. Alors cette invitation adressée personnellement par le président Trump à Sa Majesté le Roi pour devenir membre fondateur du Conseil de la paix est un acte diplomatique de premier ordre. C'est une reconnaissance internationale du leadership du souverain en tant qu'acteur clé pour la paix et la stabilité dans le monde et à l'échelle régionale. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, cette invitation par le président américain Donald Trump à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour être dans le Conseil de la paix, démontre la considération qu'éprouve déjà la communauté internationale à Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant qu'acteur central dans la paix et la sécurité à l'échelle régionale et sous-régionale et à l'échelle continentale, même à l'échelle mondiale, étant donné que Sa Majesté joue un rôle très important dans la paix et la sécurité à l'échelle du Moyen-Orient, une région qui connaît plusieurs conflits, plusieurs équations avec des paramètres qui connaissent des paramètres très importants. Donc, et de fait, aujourd'hui, cette invitation démontre aujourd'hui que Sa Majesté, la sagesse de Sa Majesté devient un actif stratégique mondial et démontre aujourd'hui le rôle que joue le Maroc à l'échelle de la mise en place de la paix et la sécurité à travers plusieurs initiatives que vous avez démontrées aujourd'hui dans votre commentaire. Vous avez parlé de la Palestine. N'oublions pas aussi l'ouverture du passage de Limby dans l'ère de l'administration américaine de Joe Biden, lorsque Sa Majesté, avec le président américain, ont mis en place une stratégie pour ouvrir ce passage qui aide les Palestiniens d'être dans des échanges économiques avec la Jordanie. Le rôle que joue Sa Majesté dans la paix et la sécurité à travers aussi les aides humanitaires qui, en guerre et en pleine circonstances très difficiles, Sa Majesté, avec un pilotage personnel, le Maroc a pu mettre en place, donc acheminer des aides humanitaires par le terrain et via le terrain, donc vers le Gaza. Donc je pense aujourd'hui cette invitation que démontrer autre chose qui est très importante, qu'aujourd'hui la communauté internationale ne cherche pas des solutions ou bien des commentateurs, mais cherche des co-architecteurs de paix et de sécurité, étant donné que cette invitation démontre que Sa Majesté joue un rôle
rôle de premier plan dans cette vision sécuritaire de paix et de stabilisation à l'échelle régionale et à l'échelle continentale. Seloudani, qu'apportera le Royaume du Maroc à ce Conseil de la paix, particulièrement dans le dossier complexe du Moyen-Orient? Écoutez, d'abord, le Maroc apporte la méthode parce que Sa Majesté le roi Mohamed VI, en l'invitant, on invite donc un roi qui a une vision, qui a une stratégie, qui a démontré son efficacité, qui a aussi ce qu'on appelle une légitimité morale, parce que aujourd'hui le Maroc, à travers sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a ce qu'on appelle cette vision verticale. Il est capable de parler avec tout le monde dans la région, surtout le Moyen-Orient, sans s'aligner à des blocs idéologiques ou bien à des blocs quelconques. Je pense que ça montre aussi, par exemple, dans la question de plusieurs dossiers de dimension sécuritaire, le Maroc, il a joué un rôle très important. N'oublions pas, par exemple, la crise de fleuve de Maïno, lorsque Sa Majesté il est intervenu avec sagesse, avec constance et avec aussi cette légitimité morale de contribuer à la paix et la sécurité dans la région du fleuve Maïno. Le dossier libyen aussi, c'est un dossier qui démontre cette sagesse royale dans la mise en place de plusieurs stratégies transversales et horizontales pour contribuer à la paix et à la sécurité à l'échelle internationale. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, par son expérience, aussi sa vision, aussi sa contribution donc, dans la paix et la sécurité, capable de mener à travers ce Conseil de paix et de sécurité avec une vision royale, de mettre en place des stratégies conformes aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir par exemple la résolution 2803, parce que ce Conseil de paix, c'est un conseil, c'est un petit peu à la lumière du G7 ou bien de G20, c'est une organisation internationale qui a une immunité juridique et une personnalité juridique et qui est capable aujourd'hui, à travers la mise en place de la deuxième phase de stabilité ou bien de la mise en place d'une stabilité durable à Gaza, permettra aujourd'hui le Maroc contribuera donc de mettre en place plusieurs mécanismes et approches, étant donné aujourd'hui c'est un pays que Sa Majesté, Sa Majesté, donc il a la confiance des dirigeants de la région et la sous-région. Il a la confiance aussi de l'administration américaine et notamment donc, du président américain Donald Trump. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc apportera effectivement une méthode, une vision et aussi une stratégie. Nouvelle approche. Et bien sûr, cette contribution, cette participation du Maroc à cette initiative s'inscrira dans la continuité des principes du Maroc, des principes clairs et immuables. La position du Maroc étant connue et constante à l'égard du dossier du Proche-Orient. Bien, effectivement, parce que nous avons vu lorsque Sa Majesté, lors de la première administration de Donald Trump, Sa Majesté a envoyé une lettre pour défendre Jérusalem. Donc cet aspect juridique, cet aspect historique et cet aspect civilisation de cette ville Jérusalem. Donc de fait, aujourd'hui, toujours, le Maroc, à travers la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a cette vision de mettre en place donc, des stratégies de paix et de sécurité conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément aussi au droit international. Donc de fait aujourd'hui le Maroc c'est un pays pionnier dans la défense de la mise en place d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale et aussi les frontières 1967. Et de fait aujourd'hui, je pense aujourd'hui le rôle qu'a joué le Maroc récemment dans ce qu'on appelle l'Alliance internationale sur la question de Gaza qui a été tenue à New York, donc démontre que le Maroc il a joué un rôle de premier plan dans la mise en place de cette vision qui imprime la résolution 2803, qui est une résolution centrale dans la paix et la sécurité et la mise en place de toutes les approches capables de stabiliser donc la région et la sous-région. Je pense que nous sommes effectivement dans une situation qui est très difficile et très compliquée dans la région du Moyen-Orient, étant donné que la question palestinienne donc dépend de plusieurs paramètres, comme je viens de vous dire, dépend de l'Irak, de la Syrie, de Yémen, dépend du Liban. Donc je pense aujourd'hui cette portée géopolitique, donc et cette invitation, il a aussi une portée géopolitique, une portée juridique et aussi une portée diplomatique. Donc ce rôle de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, va aider de mettre en place des mécanismes aussi, comme je viens de vous dire, des stratégies transversales et horizontales pour créer ou bien pour opérationnaliser davantage cette résolution du Conseil de 2803. Un grand merci à vous, Serkawi Rodani, d'avoir été parmi nous. Merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes expert en géostratégie et sécurité. Merci à vous, madame. Sahara marocain, la Suède soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc à la lumière de la résolution 2745.
97 du Conseil de sécurité comme base crédible pour des négociations en vue de parvenir à une solution définitive aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Position exprimée dans un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires étrangères de Suède à l'issue de l'entretien téléphonique tenu hier entre la ministre suédoise des Affaires étrangères, Madame Maria Malmer Stenengard, et son homologue marocain Nasser Bourita. Par cet appui explicite, la Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l'Union européenne et à plus des 2/3 des États membres de l'ONU soutenant le plan marocain d'autonomie. Première nation africaine au classement FIFA et hôte de la dernière CAN, le Maroc a été pendant un mois le maître d'œuvre d'un tournoi historique. Des stades de classe mondiale aux fan zones gratuites, une expérience supporter pensée dans les détails. L'affluence totale a dépassé le 1 250 000 entrées, du jamais vu pour le football africain, le tout dans une organisation millimétrée et une communion rare et authentique. Sur le plan économique, là aussi, le succès est total. 55 millions de dollars générés par la billetterie à elle seule, un record. Focus ce soir sur la montée en puissance de l'infrastructure footballistique marocaine dans ce sujet de Zakaria Moukribillah. L'organisation par le Maroc de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été une véritable consécration des ambitions africaines dans l'accueil de manifestations sportives de rang mondial. Le succès du Royaume dans l'organisation de ce grand rendez-vous footballistique a transmis le message que le Maroc est aujourd'hui un acteur principal dans l'industrie des grands événements sportifs du continent. Les stades réalisés en normes internationales ont dévoilé le nouveau visage des infrastructures sportives du Maroc moderne. Mixant authenticité et modernité, ces stades de dernière génération ont confirmé encore une fois la capacité du Royaume à accompagner les aspirations de développement dans le football. En dehors des stades, les infrastructures routières et urbaines ont rehaussé la qualité des prestations de cette grande manifestation footballistique. Des réseaux de transport modernes reliant les villes abritant les compétitions et des aéroports de standing international, assurant une expérience de voyage complète depuis l'arrivée au Royaume. Cette organisation pointilleuse a placé les supporters des différentes équipes au cœur de l'événement. La dimension culturelle a été aussi un grand atout de la compétition. Des villes débordantes de dynamisme, aux fan zones célébrant le riche patrimoine culturel. Ces éléments ont permis d'offrir une expérience exceptionnelle de la CAN, en faisant de la compétition une célébration de l'identité et de l'ouverture sur l'autre. Les villes marocaines ont été ainsi au cœur de cette grande échéance sportive. Plus que des lieux d'accueil des rencontres, les cités accueillant la CAN ont été des plateformes de premier plan pour diffuser cet événement, consacrant le rôle du Royaume dans l'avant-garde sportive continentale et internationale. Une organisation portée à un niveau inédit que nous analysons avec Monsieur Brahim Yamani, cadre technique. Bonsoir et merci d'être une nouvelle fois parmi nous dans ce journal. Bonsoir Marielle. Alors certes, le Maroc n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais il a réussi à organiser la meilleure édition de la CAN, chiffre à l'appui. Oui, tout à fait. Ça a été confirmé à l'unanimité par l'ensemble des acteurs du sport en Afrique et dans le monde. Cette CAN, elle est inédite. Le Maroc a fait passer l'Afrique dans une autre dimension à travers plusieurs raisons, notamment la capacité d'accueil hôtelière. Les spectateurs ont vécu une CAN exceptionnelle. Les joueurs, avec des stades vraiment qui n'ont rien à envier aux meilleurs stades au monde. Les stars africaines se sont vraiment épanouies avec les grandes nations au rendez-vous, donc un plateau de qualité. Et enfin, les chiffres en parlent, des records d'audience. La finale, par exemple, Maroc-Sénégal, sur la chaîne M6, a atteint 4 millions de téléspectateurs, qui est un record pour la chaîne M6 sur 18 ans. Donc c'est une CAN exceptionnelle, inédite, à tout plan, que ce soit économique, mais également sportif. Le Maroc n'a malheureusement pas soulevé le trophée, mais son parcours durant cette CAN a été très honorable. N'oublions pas que cela fait 22 ans que le Maroc n'avait pas atteint une finale de CAN. Les Lions de l'Atlas ont quand même brisé ce plafond de verre à coups d'efforts et de persévérance. Oui, prendre un peu de recul, le parcours de nos Lions d'Atlas, c'est un beau parcours. On est finaliste de la CAN.
Donc c'est très très bien, on se classe second sur un tournoi avec de grandes nations. On a réussi à battre de grandes nations du continent telles que le Nigeria ou le Cameroun. Donc voilà, donc bravo à Walid et au staff, l'ensemble des joueurs. Voilà, la finale, ça s'est joué à un détail. Si on prend un peu de recul sur ce match-là, le Maroc mérite de gagner aussi, comme le Sénégal. Bravo au Sénégal. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Deux grands gardiens de classe mondiale, que ce soit Bonou ou Mendy, ont fait que ce score est resté longtemps vierge. Voilà, mais rien à envier aux vainqueurs. Un beau parcours. Bravo Walid, bravo encore une fois aux joueurs. On a vu une bonne équipe du Maroc avec beaucoup d'ambition pour la Coupe du Monde. Et cette sélection nationale sous l'égide donc de Walid Regragui continue de gravir les échelons. Le Maroc grimpe à la 8e place du classement FIFA. C'est la toute première fois de l'histoire, une progression de 3 rangs. Et cela n'est sans doute pas le fruit du hasard. Du tout. Donc le Maroc, le record c'était la 10e place en 98. Donc on a eu jusqu'en 2004 une belle période avec une finale à la CAN perdue. Puis il y a eu des années un petit peu difficiles. L'arrivée de Sif Ouzil-Qja en 2014 a marqué un tournant pour le football marocain. Et les résultats sont là. 2018, avec coach Hervé Renard, une qualification à la Coupe du Monde 20 ans après, avec des matchs mémorables contre l'Espagne ou le Portugal. Puis la Coupe du Monde 2022 et aujourd'hui la CAN. Donc oui, donc c'est un parcours, un bon parcours. Sif Ouzil-Qja a mis en place une stratégie. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, à qui on souhaite un bon rétablissement aujourd'hui. Sa Majesté aussi a mis le sport et le football comme levier de développement du Maroc. Donc aujourd'hui, cette 8e place FIFA, c'est un record pour l'Afrique. Donc ça montre vraiment que le Maroc est sur la bonne voie. On est parmi les grandes nations du football. Aujourd'hui, le Maroc est reconnu par les grandes nations. Reprenant Carlo Ancelotti, le coach brésilien, a récemment dit que le Maroc était un adversaire redoutable. Et le Maroc empile les performances et ce n'est clairement pas un accident de parcours. Restez avec nous, Brahim Yamani, nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard sur d'autres éléments marquants de la finale de la CAN. Et justement, en lien avec cette finale de la CAN, cette mise au point de la Direction générale de la Sûreté nationale qui dément catégoriquement les informations mensongères relayées par certains comptes sur les réseaux sociaux au sujet d'un décès présumé qui aurait été enregistré à la suite d'une agression criminelle dont la victime a été installée au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les services de la Sûreté nationale affirment qu'aucun décès n'a été enregistré parmi les agents de sécurité privés ni parmi les ramasseurs de balles et qu'aucune procédure de constatation d'une dépouille de personnes décédées en relation avec des événements liés à l'hooliganisme n'a été effectuée. Brahim Yamani, tout s'annonçait grandiose pour cette CAN. Pourtant, cette finale nous a laissé un goût amer avec ces moments de confusion provoqués notamment par le comportement du sélectionneur de l'équipe sénégalaise, de certains de ses joueurs. Ce qui s'est passé dans les tribunes avec ces supporters sénégalais qui ont tenté d'envahir la pelouse pendant près de 15 minutes. Ces incidents auraient-ils pu être évités ? Malheureusement, c'est triste de revoir ces images-là qui ternissent le football africain. Il faut le dire haut et fort. Je tiens aussi à féliciter l'exemplarité marocaine, que ce soit les dirigeants avec Sif Ouzil-Qja qui sont restés d'un calme exemplaire, les supporters marocains qui ont vraiment été dignes de nos valeurs et de notre éducation tout au long du match, avec beaucoup de respect, le staff avec Sif Regragui qui ont tout fait pour que ce match se déroule dans de bonnes conditions. Donc bravo à l'ensemble du Maroc pour avoir fait que ce match-là puisse se terminer. Malheureusement, en tant que cadre technique, je condamne, c'est inadmissible l'attitude de notre camarade, notre collègue, le sélectionneur Pape Thiaw, inadmissible, intolérable. Vous savez, en tant que coach, entraîneur, on a une déontologie avec des valeurs à respecter, à diffuser, le fair play. Voilà, l'arbitre fait partie du jeu, l'arbitre peut se tromper. Alors, on n'est pas là pour juger, l'arbitre peut se tromper, est-ce qu'il y a penalty ou pas, c'est notre question. Mais en tant qu'entraîneur, on doit vraiment montrer une exemplarité, on doit être un modèle vis-à-vis à la jeunesse africaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un sélectionneur qui tolère ces actes-là, puisqu'il le fait. Et vraiment, il faut le condamner publiquement. Donc il y a la FIFA qui est là, il y a la CAF qui est là. Le Maroc a été exemplaire une nouvelle fois, puisque le Maroc, le lendemain,
c'est-à-dire le lundi, le Maroc a déposé une plainte à la CAF et à la FIFA, faisant confiance aux instances. La FIFA et la CAF ont aujourd'hui des organes, des instances, des commissions d'éthique, de discipline. Donc il y a des commissions juridiques qui prendront des décisions. Donc pas de jugement pour notre part, mais on condamne ce comportement, cette attitude. On parle de grande nation du football. C'est triste d'en arriver là. Je vous remercie, Brahim Yamani, cadre technique de football, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Mariam. Cap à présent sur Marrakech qui accueille cette semaine le gratin mondial des loisirs et de l'industrie des attractions. Plus de 150 opérateurs et d'investisseurs venus d'une centaine de pays se retrouvent dans la ville ocre pour l'IAPA Morocco Summit, une première dans le royaume qui continue d'enrichir son offre de loisirs à marché en plein essor. Zakaria Moukinbillah. Porté par une forte croissance touristique, le Maroc affiche son ambition d'enrichir l'offre de loisirs et de positionner le pays comme une destination touristique complète. Réunis à Marrakech à l'occasion du sommet de l'Association internationale des parcs de loisirs et des attractions, opérateurs, experts et investisseurs explorent les perspectives de développement de l'industrie de loisirs et du divertissement, un secteur prometteur au niveau national. This is our first summit in Morocco. IAPA. C'est le premier sommet de notre association au Maroc. L'IAPA s'intéresse à l'industrie de loisirs à travers parcs d'attractions, parcs aquatiques, aquariums, musées et attractions culturelles, ainsi que les équipements indoor, les centres de villégiature et les lignes de croisière. Share knowledge, that's the way our industry grows, when we share our knowledge. Avec l'objectif d'accueillir 26 millions de touristes à l'horizon 2030, le Maroc entend s'appuyer sur une offre diversifiée et structurée autour de filières thématiques et territoriales à fort potentiel. Une opportunité unique pour les investisseurs qui espèrent se positionner au cœur d'un marché en plein essor. Il est nécessaire de créer en parallèle avec les investissements qui ont été réalisés durant ces dernières années dans l'hôtellerie, puisqu'aujourd'hui nous avons plus de 300 000 lits qui existent. Il y a un besoin de création d'activités de loisirs, de créer plus d'investissements autour de l'animation et du divertissement. 3 jours durant, les participants débattront des grandes tendances mondiales du secteur des loisirs, des expériences de référence et des leviers d'accélération de l'écosystème du divertissement. Un segment non négligeable pour l'allongement de la durée de séjour et la création de valeurs touristiques. La pluie s'installe sur nos régions, donnant lieu à quelques précipitations localisées. Hier, les cumuls pluviométriques ont atteint les 28 mm à Zelal, 10 à Azro et Boulman, 6 mm relevés à Saidia et Berkane, 5 à Khnefra, enfin 4 mm à Ifran et Al Husseima. Et les perturbations et précipitations s'enchaîneront encore cette semaine dans la majeure partie du territoire. Cette nuit sera encore neigeuse sur les hauteurs d'Ifran, Khnefra, Midelt, Boulman, Sfro, Gersif et Taza, où les flocons devront atteindre une hauteur de 20 cm. Cet épisode neigeux se poursuivra jusqu'à tôt dans la matinée du mercredi à Zelal, Beni Mellal et Tinrir, avec des chutes comprises entre 5 et 10 cm. Côté Mercure, les valeurs seront inférieures à 0 jusqu'à -9 attendu à Tinrir, Al Haouz, Midelt, Boulman, Ouarzazate, Taroudan, Zelal, Beni Mellal et Ifran. Et le froid continuera de se faire sentir également du côté de Figuig, Khnefra, Chichawa, Sfro, Taza et Gersif avec des températures qui chuteront à -3 degrés. Puis dès demain, la pluie s'intensifiera à l'arrache Al Husseima, Tétouan, Medir Fnedek, Chefchaouen, Fahsnjra, Tanger, Assela, Ouazan et Taounat avec des cumuls importants qui oscilleront entre 40 et 50 mm. Revenons aux chutes de neige qui, en plus de faire gonfler les nappes phréatiques, attirent des touristes des 4 coins du royaume. Ifran offre un dépaysement assuré pour ses visiteurs venus nombreux admirer les chutes de neige. La station de Michlifen grouille de touristes. Toutes les activités qu'offre la montagne sont à portée de main. Ahmed Fadili, Maria Ouad. À Ifran, dès l'entrée de la ville, le ton est donné. Entièrement vêtue de blanc, la petite Suisse du Maroc se métamorphose en véritable décor de conte de fées pour le plus grand plaisir des voyageurs.
Nous sommes venus de Meknès pour profiter de la neige et des paysages. En hiver, Ifrane est une jolie destination pour se reposer et s'offrir une parenthèse détente. Cela fait tellement plaisir de voir autant de neige tomber car cela fait longtemps qu'Ifrane n'avait pas connu de telles précipitations. J'ai fait le voyage depuis Marrakech pour voir la neige et cela m'émeut profondément. Connue pour ses activités hivernales et ses parcours de trekking, la ville attire chaque année de nombreux amateurs de sport, mais aussi des fins gourmets. Après avoir fait du ski à Michlifen et des randonnées, nous profitons d'un bon repas traditionnel pour faire le plein d'énergie. Dès qu'il y a de la neige, les affaires marchent bien car les visiteurs ont besoin de bien manger pour se réchauffer et ce sont des plats réconfortants que nous proposons à nos clients. En hiver, Ifrane révèle à ses visiteurs toute sa magie et s'impose comme un véritable havre de paix, loin de l'agitation des grandes villes. Voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.